Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode de What Drives Her, Woman to Woman, comment les femmes inspirent d'autres femmes. Donc, c'est un projet que je mène depuis 2018 maintenant, où j'interviewe donc des femmes pour qu'elles nous parlent de leur cheminement individuel, parce que je suis persuadée, c'est la base de ce projet, que des cheminements individuels peuvent en inspirer d'autres, donner des idées à d'autres femmes. Sachant que chacune d'entre nous, on peut inspirer d'autres femmes, même si parfois on a peut-être du mal à le reconnaître, et parfois on a besoin d'être inspiré. Donc c'est vraiment un projet qui est basé sur le partage et la solidarité. C'est vraiment les deux mots qui reviennent constamment. Donc aujourd'hui, nous rencontrons Catherine Marché, c'est bien comme ça qu'on prononce votre nom? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour Catherine, d'abord merci énormément d'avoir accepté de parler aujourd'hui de votre projet professionnel. Et nous allons parler essentiellement aujourd'hui de deux notions, deux mots qui m'ont paru frappants quand on s'est rencontrés quand on a préparé cette interview, c'est l'adaptabilité et le plaisir. Donc, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous parler un petit peu peut-être de ce parcours, peut-être professionnel, puisque c'est de ça, vous êtes créatrice de bijoux. Donc, on va en parler petit à petit. Et nous parler, dans un premier temps, de votre cheminement pour arriver à ce métier-là. Alors, je pense qu'au départ, j'étais assez adaptable parce que, de par la profession de mon père, nous avions vécu dans différents pays. Oui. Et à cause de cela, il m'est arrivé parfois de passer la même année scolaire dans 3 écoles différentes, dans 3 villes ou des pays différents. Donc, j'avais développé cette faculté de m'adapter facilement à un différent environnement, des différents enseignements, des élèves différents. Et je pense que j'ai gardé cette faculté de m'adapter justement dans le monde du travail. Initialement, je me suis formée dans le domaine des sciences. J'ai fait des maths, de la physique et de l'informatique. Et j'ai travaillé pendant beaucoup d'années en tant que prof de maths et ensuite en tant qu'informaticienne. Donc, je travaillais pour des grosses entreprises, surtout des entreprises américaines parce que j'étais bilingue à la base. Et je faisais soit face aux clients, soit du côté de manager une équipe où il fallait donc trouver des solutions à des problématiques, je dirais logicielles. Et suite à ça, ça me plaisait bien, mais je me disais, comme j'avais envie de fonder une famille, que j'avais besoin d'avoir quelque chose avec des horaires beaucoup plus adaptables. Des horaires que je pouvais aménager en fonction de mes besoins pour pouvoir m'occuper de jeunes enfants. Et ce n'était pas le cas avec l'informatique, enfin, du moins à mon niveau, parce que j'étais souvent appelée à devoir rester jusqu'à tard le soir, 11h du soir, parfois plus tard, être appelée au milieu de la nuit ou devoir travailler le week-end pour pouvoir boucler des projets. Donc, j'ai commencé à regarder ce que j'appelle comme aptitude et comme goût. Et je sais qu'il y avait une chose que je n'avais jamais assez, c'était des bijoux. J'en achetais, j'en mettais, mais je me disais, celui-là aussi, il est pas mal, tiens, faudrait peut-être que je me l'achète aussi. Et un jour, tout simplement, je me suis dit, mais pourquoi je n'apprendrais pas à les faire ? Ça m'éviterait de dépenser des 1000 et des 100, à toujours faire des commissions, à demander à des artisans de faire ce dont j'ai envie. Et finalement, j'ai pris une première classe, je me suis dit, c'est sympa. Et c'est de fil en aiguille, j'ai décidé de faire une formation plus approfondie pour avoir un diplôme dans ce domaine. Donc, je suis retournée 4 ans à l'école, comme on dit. Et c'est ainsi que j'ai commencé une nouvelle carrière. Et donc, vous avez fait ça à quel âge, si je puis me permettre Âge, mais je suis vieille. Non, pas à quel âge, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je trouve intéressant, justement, c'est de mettre en avant que quand on a une première formation, on peut,
Ma dernière formation, j'ai 56 ans, ma dernière formation, c'était il y a 5 ans. Donc, je crois au fait que l'on peut se former à n'importe quel âge. C'est pour ça que je parle Non, d'âge. moi aussi, je suis juste en train de réfléchir à l'âge que j'avais. Je pense que je devais avoir 37 Mhm. ou 36, quelque chose comme ça. Enfin, j'étais près de la quarantaine, Mhm. définitivement. Ce que je... Euh, Oui, pardon, allez-y. Disons que je ne pense pas à moi en tant qu'un âge Mhm. ou en tant... Enfin, je ne vois pas de limitation non plus. Je pense que Voilà. les limites, on se les pose soi-même. Mhm. Moi, je vois que par exemple, mon père n'avait jamais fini d'apprendre, il continuait ses études, je sais pas moi, jusqu'à 40, 50. S'il avait envie d'apprendre quelque chose de nouveau, il retournait à la fac apprendre autre chose. Je ne crois pas qu'il y ait de limites de ce côté-là. Et surtout, lorsque je vois comment la vie est constituée, on apprend quelque chose de nouveau, mais tous les jours, que ce Mhm. soit dans un domaine professionnel ou personnel. C'est ça que je trouve intéressant dans ce que vous dites. Et ça, je pense qu'il y a un lien, enfin, je sens moi un lien direct entre justement l'adaptabilité et puis le plaisir. Le plaisir, c'est le moteur, c'est la motivation. L'adaptabilité, c'est justement, enfin, dans ce que j'entends de ce que vous dites, c'est ce côté de l'adaptabilité qui fait que on fait avec l'environnement qui est là, que l'on a, que vous soyez petite fille en changeant de pays, peut-être de langue, d'environnement, de copines ou de copains, de professeurs, etc. On fait avec ce qu'on a. Et aussi, en tant que professionnel, le fait de se dire, bon ben voilà, j'ai fait une formation, la première partie de ma vie professionnelle, c'était parce qu'on peut imaginer que ce sont a priori des domaines qui ne se rencontrent pas entre les maths, la physique, l'informatique et la créativité artistique, parce que il faut aussi de la créativité, me semble-t-il, quand on fait des maths, de la physique et de la chimie. Enfin, ça dépend si on est chercheur ou enfin peut-être, mais il y a aussi une notion de créativité. Et vous êtes là dans la créativité artistique. Donc, je trouve ça intéressant de cette capacité justement de se dire, bah non, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, donc je vais le faire. Je vais mettre ça en place. Et cette richesse-là, parce que je trouve que c'est une richesse parce que ça permet en fait d'ouvrir les portes de ces potentiels bien plus grands au lieu de les rester, parce qu'on aurait pu imaginer que vous auriez travaillé peut-être en freelance en tant qu'informaticienne pour pouvoir avoir C'est du fait. temps pour le... Vous l'avez fait aussi. Donc, il y a eu des étapes alors, c'est ça? Mm-hmm. D'accord, intéressant. C'était quoi ces étapes alors? Je crois que j'ai commencé en tant que consultante. Donc, en fait, Ouais. j'avais d'une compagnie à l'autre déjà proposé mes services, mais au sein d'une entreprise de consultants. Donc, je n'étais pas à mon compte. Mhm, Ensuite, j'ai été embauchée par une grosse société américaine en mhm. France. Ensuite, j'ai déménagé en Angleterre. Là, j'étais en freelance à nouveau. Mais en fait, j'avais envoyé mes coordonnées à des chasseurs de tête et ceux qui me trouvaient du boulot, quoi. Mhm, mhm. Et oui, c'était comme ça. Hmm. Et donc, ça s'est fait autour du choix, dites-moi si je me trompe ou pas, c'était un choix pour vous d'avoir du temps pour devenir maman tout en continuant à travailler. C'était ça? Ah oui, je crois que je ne suis pas le genre de personne qui comment dire, va éclore et se trouver complètement épanouie, je dirais, en tant que femme au foyer. Ça, c'est pas moi. Mhm. J'ai honte de le dire, mais c'est vraiment pas moi. Pourquoi honte de le dire? Bah parce qu'en fait, lorsque je rencontre beaucoup de mamans, elles sont vraiment heureuses de passer leur temps à la maison. Je dirais pas à changer des couches, mais bon, c'est comme si c'était leur but. Mhm. Mais moi, je me rends compte que c'est pas assez pour moi. Enfin, c'était pas assez, maintenant ils ont un peu grandi. Disons que, en fait, les conversations avec des femmes un peu dans la même situation m'ennuyaient. Voilà, je l'ai dit. C'est bien de le dire. J'ai besoin d'être stimulée, je pense. Mhm. J'ai besoin d'un côté, d'utiliser mon cerveau pour quelque chose qui va un peu plus loin, Ouais, je pense que c'est parce que, ouais, je sais pas, j'ai peut-être un côté très curieux, que j'ai besoin d'explorer, un côté
toucher des choses, de découvrir des nouvelles choses, d'être en rapport et de communiquer avec des gens et de rester chez moi. C'est un côté que je ne peux pas, oui, qui reste coincé, qui n'évolue plus, qui stagne. J'ai besoin de changement, je pense que c'est ça. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on peut imaginer qu'il y a des mamans ou des femmes qui choisissent d'être maman et qui choisissent de rester au foyer et qui font tout sauf stagner et qui apprennent plein d'autres choses. Enfin bon, voilà, après, c'est comme je dis toujours, l'important, c'est que le choix que l'on fait soit un choix éclairé, réellement le choix de la femme elle-même, et puis après, elle choisit bien ce qu'elle veut. Mais c'est intéressant quand vous parlez de la stagnation qui ne vous convient pas, de voir que depuis toute petite fille, si j'ai compris, ça a été une histoire de mouvement, constamment de mouvement. Oui. Donc, c'est intéressant que la stagnation soit quelque chose qui soit pas intéressant, qui vous convienne pas en tout cas. Non, qui ne convient pas à moi. Par contre, je comprends très bien que j'ai des amies qui sont super heureuses et ça leur correspond. Mais je pense que c'est ma personnalité qui est différente. Oui. Et c'est ça qui est important, que chacune puisse choisir en fonction de sa personnalité, quel que soit son choix. C'est ça le plus important. Et quand vous dites l'adaptation, justement, je revois un petit peu les points que j'avais mis en exergue pour pouvoir entendre ce que vous avez à dire. L'adaptabilité que vous avez, donc cette capacité à l'adaptation, comment est-ce que ça vous a aidé pour faire le choix d'une carrière aussi différente ou pas, c'est vous qui allez nous le dire, de ce que vous aviez commencé à savoir dans l'informatique? C'est une très bonne question. Comment ça m'a aidé? En fait, je me suis dit qu'il ne risque rien à rien. Donc, j'ai juste essayé. J'ai essayé parce que je ne savais pas, la première fois que j'ai pris un cours, si ça allait me plaire. Donc, j'ai juste essayé. Ensuite, bon, il y avait des petites créations que j'avais faites que je n'allais pas garder, que j'ai mises en vente. Elles ont été vendues. Je me suis dit donc, il y a des gens à qui ce que je fais plaît. C'était vraiment de fil en aiguille. C'était pas un projet tracé à l'avance où je me suis réveillée du jour au lendemain en disant tiens, je vais devenir bijoutière. C'était plus je m'ennuie à rester à la maison. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'était plutôt ça. Et ensuite, je me suis dit tiens, c'est assez sympa. Autant que je continue. Mais c'était pas vraiment planifié, je pense, à la base. D'accord. C'est-à-dire que quand j'entends je m'ennuyais à la maison, donc vous aviez, dites-moi si je me trompe, vous aviez arrêté de travailler, vous étiez peut-être avec vos enfants tout petits, et il y avait quelque chose de l'ordre de la stagnation dont vous parliez tout à l'heure, et d'un ennui, d'un manque de stimulation peut-être, je ne sais pas, qui vous a fait dire, bon ben voilà, j'ai envie de créer quelque chose. Et ça s'est fait petit à petit avec des essais comme ça. Et comment s'est créé en vous cette envie d'être dans la bijouterie? Enfin, vous l'avez dit, c'est parce qu'au lieu de faire créer des choses, vous aviez envie, vous, de créer. Est-ce que c'est quelque chose qui est né dans votre esprit quand vous étiez petite éventuellement, ou c'est vraiment quelque chose J'ai toujours créé, en fait. Petite, je savais déjà tricoter, crocheter, je peignais, je faisais des bijoux en plastique pour les poupées. Je faisais un peu de couture. J'étais aussi en parallèle à mes études, j'étais aux Beaux-Arts, où je faisais de la peinture ou du dessin, enfin, des choses comme ça. Même lorsque j'étais informaticienne ou consultante en informatique, je continuais aussi à prendre des cours de, comment est-ce qu'on dit ça en français? Printmaking, de gravure et d'imprimerie, enfin de la gravure à l'eau forte, de l'imprimerie, de la lithographie. La lithographie, je crois, oui. C'est ça, hein. C'est grave. Oui.
La lithographie, oui, donc en fait, j'ai toujours un côté créatif, oui, que j'avais envie d'explorer. Une seconde. Can you shut the lights for 5 minutes? Yes. Yes. Excusez-moi. Donc, en fait, j'ai perdu le fil de mes idées. C'est-à-dire que vous étiez en train de nous expliquer il y avait toujours eu ce côté créatif chez vous. Donc, Oui. quand vous étiez petite, vous faisiez des bijoux, vous faisiez du tricot, du crochet, et puis vous avez fait les beaux-arts en parallèle de vos études, et en tant qu'informaticienne, vous faisiez aussi, et là, vous vous êtes arrêtée. Il y avait aussi quelque chose de l'ordre de l'artistique. Tout à fait. C'était plus les beaux-arts parce que j'étais dans un autre endroit. Mais en fait, il y a toujours eu activité depuis que j'étais petite, en fait. Voilà, c'est ça. Chose. Donc, je vais reprendre maintenant, d'accord? D'accord. Donc, nous reprenons, il y a une petite coupure d'Internet, on reprend maintenant. Donc, vous parliez de cette créativité que vous avez, en fait, qui a été la vôtre depuis, sans doute depuis votre naissance. En tout cas, petite fille, vous aviez déjà cet intérêt, ce plaisir, puisqu'on parlait de plaisir, hein, ce plaisir à créer. Et à créer et à produire, hein, parce qu'il y a les deux. Il y a la création et la production d'objets. Et en fait, je me demandais dans quelle mesure, parce qu'il semble y avoir cette balance entre le premier travail que vous avez eu, qui était ce qu'on appelle communément les sciences dures, mais je n'aime absolument pas ce terme-là, quelque chose qui est… En fait, mon questionnement, c'est dans quelle mesure une profession potentiellement plus reconnue socialement, et là, je suis peut-être à côté de la plaque, plus reconnue socialement, a été un premier mouvement logique, j'ai envie de dire. On fait ses études, on a ce travail, et puis petit à petit, avec peut-être le fait d'avancer dans la vie, de rencontrer un partenaire, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir peut-être une capacité aussi financière de pouvoir aller chercher ailleurs. Est-ce que ça a été une envie sur laquelle vous ne pouviez plus passer à côté parce que tellement elle était forte, ou bien est-ce que c'était, j'ai un petit peu plus de temps, j'ai cette capacité, donc je vais aller faire quelque chose qui me nourrit aussi, et peut-être que j'avais laissé un petit peu plus de côté jusqu'à présent. C'est point d'interrogation. Non, je pense que c'est la deuxième solution. Surtout qu'en fait, lorsque j'y pense plus profondément, je m'aperçois que c'est vrai qu'on fait ses premiers choix aussi guidés par le monde extérieur et les parents. Voilà. Les parents qui m'ont toujours dit il faut que tu sois financièrement indépendant, tu ne devrais jamais dépendre d'un homme parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Et l'art, c'est bien beau, mais ça nourrit pas forcément son homme, d'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font le même genre de discours. Et les miens, bien qu'ils aient toujours poussé ce côté créatif, puisque c'est quand même eux qui payaient mes cours, m'ont quand même fait comprendre que, comme ils disaient, d'utiliser un peu mon cerveau pour des choses un peu moins superficielles, quoi. Donc, je pense que oui, mes premiers choix étaient non seulement guidés par ça, mais aussi, j'adore la logique. Donc, les mathématiques, l'informatique, pour moi, c'est quelque chose que je trouve génial, quoi. Enfin, c'était pas non plus quelque chose qu'on m'avait imposé, mais ça a guidé les choix. Mais c'est vrai que je trouve, lorsqu'on grandit et qu'on nous demande de choisir un métier, on ne sait pas le faire. On n'a jamais été exposé à différents corps de métier. Comment peut-on faire un choix? Comment peut-on savoir si on va s'y complaire, si c'est quelque chose qui nous correspond ou autre? Moi, j'ai un peu choisi en fonction des notes que j'avais. J'avais des bonnes notes en maths, des bonnes notes en informatique. Je me suis dit, je vais faire ça. C'était pas… En plus, oui, j'aimais bien. Bon, ça aide aussi. Ensuite, c'est vrai qu'ensuite, je me suis dit que je ne voyais pas l'intérêt de faire des enfants si c'était pour les donner à une nounou et voir 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Enfin, je me suis dit que pour moi, je ne voyais pas ça d'intérêt là. C'est pour ça que j'ai cherché quelque chose qui pouvait concilier être avec eux et aussi m'apporter quelque chose
pour moi. Parce que bon, c'est bien beau de chanter des comptines et de lire des livres avec des gros nounours, etc. Mais à la fin, c'est un petit peu débilitant. Oui, pour vous, ça ne suffisait pas. Pour vous, vous aviez besoin d'avoir un autre projet et quelque chose qui soit dans le mouvement, parce que la créativité, c'est ça aussi, hein, c'est être dans le mouvement. Et Ouais. quelque chose qui pouvait définir qui vous étiez en tant que femme, pas uniquement maman, en tant que femme sans être la maman. Qui a du changement. C'est-à-dire que, par exemple, du jour au lendemain, chaque personne va vouloir quelque chose de différent. Pareil, lorsque je travaillais en informatique, on travaillait toujours sur des projets différents. C'était jamais la même chose tous les jours. Et je pense que moi, ce qui m'ennuie, c'est d'avoir le train-train qui Mhm. serait. Mhm. Je cherchais quelque chose où il y avait quelque chose de créatif, mais aussi la possibilité de se réinventer au fur et à mesure, d'explorer de nouvelles voies. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le domaine de la joaillerie, c'est que on peut apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Et il y a des milliers de techniques, de façons de faire quelque chose, et je trouve ça super intéressant. Oui, c'est ça en fait qui est défini, j'ai envie de dire, même en transversal de tout ce que vous nous parlez par rapport que ce soit l'informatique, les maths, etc. C'est le plaisir et l'adaptabilité. Voilà, on en revient toujours à ces deux mêmes mots qui fait que la vie, l'intérêt vient du fait qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau à aller rencontrer. Oui, mais il y a un double intérêt. Mon deuxième intérêt là-dedans, c'est aussi que j'aide des gens. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, je trouvais des solutions. Mhm. En tant que prof de maths, j'expliquais des choses qui sont peut-être pas faciles d'apport à des jeunes. Mhm. Là, dans le domaine de la bijouterie, je crée quelque chose qui a un apport émotionnel, je dirais, qui est unique, parce il se raccroche à l'histoire personnelle de chaque client. Et je trouve ça fascinant de voir ce qu'un petit objet peut représenter. Mhm. Non seulement si c'est pour quelqu'un, pour soi-même, ça permet d'exprimer qui on est ou quelque chose de soi, mais Mhm. si c'est pour un cadeau, ça va représenter un moment fort dans leur histoire, où ça va commémorer une occasion. Mhm. Et moi, je pense que au-delà du fait que c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, etc., je trouve que la signification que le bijou prend dans la vie de quelqu'un, c'est énorme. Mhm. Donc, je pense que mon deuxième aspect, en fonction de mes choix, c'est aussi l'impact que ça peut avoir sur autrui. D'accord. Et l'impact que ça a sur autrui, c'est quelque chose qui vous nourrit. En plus de la créativité, tout ça, ça vous nourrit en feedback, c'est ça? Oui, je pense. Oui, je pense que ça, justement, pour reprendre ce mot, c'est un plaisir de voir la tête que fait quelqu'un lorsqu'il ouvre une petite boîte en voyant ce qu'il y a dedans. C'est un plaisir de voir qu'on a réussi à capturer le brief, ce qui était demandé, de voir, L'essence de la personne. oui, de voir qu'on a réussi à cerner ce qui était recherché. Et moi, c'est ce qui me plaît dedans surtout. C'est Mhm. ces petits moments de plaisir que je peux créer chez autrui. Mhm. Plus la conception même, pourtant je suis tactile, hein, mais de Ça se voir voit. la finalité quelque part, c'est pas que ce soit valorisant, mais c'est ouais, confortant, c'est vindicatif, c'est ouais. Est-ce que c'est cette capacité d'avoir créé un lien d'intimité presque avec la personne? Non, parce qu'il peut arriver que je ne vois jamais la personne. Il peut arriver que ce soit une commande faite par le bien Internet
par téléphone, donc je ne rencontrerai jamais la personne. Mais par contre, parfois, je reçois des mots de remerciement. C'est vrai qu'il y a une faculté à toucher quelqu'un par le biais de la production d'un bijou, mais je pense que c'est juste le fait de savoir que ça a pu faire plaisir quelque part, ouais. C'est un petit peu ça que j'appelle l'intimité, c'est d'avoir touché la personne dans quelque chose qui est… La relation entre les deux personnes. Ouais, 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 ouais. Pour en revenir un petit peu à ces deux notions surtout la notion d'adaptabilité, parce que je pense que c'est une notion qui est très forte chez l'être humain en règle générale, chez la femme en particulier, puisqu'il y a souvent, pas toujours, des stades de vie entre petite fille, jeune fille, et puis après, est-ce que je me marie ou pas, est-ce que j'ai des enfants ou pas, si j'ai pas d'enfants, quel est le regard de la société, si j'ai des enfants, quel est le regard de la société, est-ce que j'en fais, et tout ça, qui dit choix à faire, dit adaptabilité, en tout cas à minima. Et j'aurais voulu avoir votre opinion sur, parce que vous, il y a cette adaptabilité en vous, donc que vous mettez dont vous trouvez l'origine dans l'histoire de votre famille, de ces déménagements et de changements d'environnement. Est-ce que vous diriez ou pas que l'adaptabilité a un impact positif, c'est ce qu'on a entendu dans ce que vous dites de changement de travail, etc. Est-ce que vous diriez que parfois cette adaptabilité n'a pas été forcément aidante ou pas? Alors, je peux vous dire ce que j'ai derrière éventuellement. L'adaptabilité, parfois, et c'est un trait qui n'est pas que théorique, mais que j'ai pu voir chez certaines personnes, une grande adaptabilité permet de tout ce que vous avez pu… tout ce dont vous nous avez parlé. Et parfois, il peut y avoir, pas toujours évidemment, une mise entre parenthèses de qui l'on est soi-même. À force de s'adapter, à force de s'adapter au monde extérieur, d'avoir tout plein, une sorte de mosaïque comme ça, et où est la petite pièce de mosaïque qui me définit moi exactement? Ce qu'on peut appeler l'acculturation quand on est en contact avec d'autres cultures différentes, etc. C'est vraiment une question comme ça. Je pense qu'en fait, tout dépend de la personne. Je connais des personnes qui étaient dans la même situation, qui ont eu des problèmes pour savoir qui ils étaient eux-mêmes ou se retrouver. Je ne suis pas sûre d'avoir ce problème, non. Je pense que je sais qui je suis. Que j'arrive à me retrouver dans tous mes changements. Maintenant, je ne suis pas non plus une personnalité peut-être forcément facile ou enfin, je dirais que j'ai de la force de caractère, donc peut-être que ça aide. Je ne suis pas très modeste là. Non, mais c'est très intéressant. On ne parle pas de modestie ou pas de modestie, mais c'est très intéressant de voir que, parce que être adaptable, ça veut dire aussi aller rencontrer l'autre. C'est-à-dire ouvrir sa porte pour aller rencontrer l'autre et donc prendre des petits morceaux de l'autre. Voilà, au lieu d'être complètement jaune, on est jaune et un petit peu rouge, jaune et un petit peu bleu, voilà, si tant est que le jaune représente le cœur de sa personnalité. Donc, essayez de voir, parce que c'est des choses qui arrivent aussi. Très souvent, les femmes sont, je fais des généralités, mais c'est quelque chose qui existe aussi, sont celles qui font le lien avec l'autre, sont celles qui ouvrent les portes justement à l'autre, etc. En tout cas, c'est des représentations qui existent. Et si on part du principe que cette couleur jaune est la couleur de la personne, qu'est-ce qui reste du jaune? Est-ce que le jaune a changé un petit peu de couleur ou pas? Jusqu'où de son centre a-t-il, ce jaune a potentiellement changé de couleur ou pas? Et donc, c'est intéressant de voir, et c'est vraiment… ne soyons pas humbles pour une fois, en tout cas disons les choses telles qu'elles sont. C'est intéressant d'entendre, et vraiment pour beaucoup de femmes, c'est intéressant d'entendre que l'on peut avoir cette flexibilité, aller rencontrer l'autre, aimer aller rencontrer l'autre sans se perdre. Mais moi, je dirais que pour reprendre l'exemple de vos couleurs, c'est vrai qu'on peut être jaune et devenir vert, orange, etc. Mais je pense qu'il y a aussi la possibilité d'être jaune en ayant des petits pois, des rayures, des fleurs. C'est un peu comme si vous étiez jaune et que vous mettiez un manteau que vous pouvez enlever. Voilà.
Et c'est pas forcément le mélange total qui ensuite ne peut plus repartir. Bon, c'est vrai qu'il y aura toujours une partie qui va rester imbibée dans votre essence, qui ne partira jamais parce que ça fait partie de vos expériences de vie. Mhm. Mais il y a aussi ce que j'appellerais le noyau, le centre, qui reste le noyau. Même si on peut mélanger ce qui se passe autour et connecter plusieurs cellules les unes avec les autres, vous prenez de l'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais l'hydrogène reste l'hydrogène, l'oxygène reste l'oxygène, mais ensemble, ça fait de l'eau. Et je pense que pour toutes les personnes qui vont pouvoir naviguer dans différents endroits, elles vont forcément, il y aura forcément quelque chose qui va rester de toutes les expériences subies de part et d'autre, mais l'essence ne va pas partir. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement mal à l'aise, parce qu'en fait, elles essaient tellement de se fondre dans quelque chose qui finalement ne va pas forcément leur correspondre, que de ne plus être soi-même, on en ressent un malaise. Enfin, c'est mon avis. Je ne suis pas psychologue, justement. Je ne sais pas vraiment analyser les gens. Mais je pense, enfin, pour moi en tout cas, que pour être heureux, il faut garder oui, sa part de soi-même qui fait qu'on est soi et pas personne et pas quelqu'un d'autre. Parce que chaque personne est unique, chaque personne a des aptitudes, des intérêts, une richesse qui lui est propre. Et je pense que c'est ce qui fait, enfin, c'est ce qui est fascinant dans la nature humaine. C'est exactement le point de ma question, effectivement, qu'on explore un petit peu ces facettes et les différentes façons de vivre le fait d'être soi-même et de rencontrer l'autre ou de rencontrer la différence en fait. Et qu'est-ce qu'on fait de cette différence? Comment on la rencontre? Comment on reste soi-même? Comment on est impacté? Ou comment on peut rester soi-même plus ou moins en fonction des gens, en fonction des personnes, etc. Voilà. Donc, il y a aussi le problème de l'environnement. Je pense que parfois, même si une personne désire essayer de rester elle-même, selon son environnement, elle ne pourra pas forcément. Il peut y avoir des contraintes en fonction des gens qui vivent avec la personne ou des appartenances religieuses ou je ne sais pas quoi d'autre, mais ou même dans le cadre de son travail. Je pense que au-delà du choix personnel, c'est on, parfois on ne pourra pas se réaliser. Oui, c'est-à-dire que cette notion d'adaptabilité qui est essentielle dans la vie, je pense, elle est aussi dépendante de qui on est, de cette couleur jaune dont on parlait, et puis des petits pois, des petites fleurs, des petites rayures dont vous parlez, qui font effectivement de ce qu'il y a autour de la personne, les environnements de la personne, les environnements en tant que personne, en tant que culture, en tant que religion, en tant que moment aussi que la personne traverse elle-même. Et tout ça sont des paramètres qui vont établir une équation différente pour la personne au moment T. Et l'adaptabilité, c'est la flexibilité, l'adaptabilité, de pouvoir faire en sorte de rester soi-même et de faire avec les environnements que l'on a en restant en sécurité. Oui, tout à fait. Oui, je trouve que cette notion d'adaptabilité est majeure dans la vie dans nos vies d'êtres humains et notamment dans la vie des femmes. C'est pour ça que j'avais envie de passer un petit moment sur cette notion-là, qui peuvent être, parce qu'on avait parlé de la notion d'être un caméléon quand on avait préparé l'interview, et je trouve que ce mot de caméléon que je vous avais proposé est assez intéressant parce que le caméléon, comme le poulpe, comme voilà, il y a plein d'animaux comme ça, qui changent de couleur en fonction de ce qu'ils traversent pour rester en sécurité, justement. Et par contre, la bête reste qui elle est. Oui, il reste un caméléon ou un poulpe. Voilà. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant avec cette notion de il est possible que je m'ouvre à l'autre sans me perdre. Oui. C'est un petit peu ça que j'entends dans ce que vous dites. C'est ce que moi je pense. Peut-être qu'une autre personne aura une autre opinion parce qu'elle est différente de moi et c'est tout à fait normal. Tout à fait.
toutes les opinions vont être valides, puisque c'est en fonction des vies de chaque personne. Et si je puis me permettre de vous poser cette question, est-ce que le fait d'être une femme, c'est une de mes questions fil rouge, est-ce que le fait d'être une femme a impacté vos choix, justement, ces capacités d'adaptabilité, de façon positive ou négative? J'aime pas trop ces termes-là. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a freiné? Ou bien est-ce que ça a été neutre dans votre parcours? C'est pas parce que je ne suis pas femme, je ne suis pas aussi un homme, donc je ne peux pas me comparer à qu'est-ce que j'aurais été si j'avais pas été moi. Oui, Euh, j'ai jamais eu de situation où on m'a fait ressentir que ceci ou cela n'arrivait que en fonction de mon sexe. Donc, aucune idée. Donc neutre. Il n'y a pas eu de moment où ça a été proéminent. Complètement. En fait, déjà, personnellement, je pense pas qu'il y ait une différence fondamentale, à part bien sûr qu'on est plus charmante, hein, entre les avec des bijoux plus jolis. Quoique, il y a de très beaux bijoux masculins. Non, je parle. Non, je sais pas. Je sais que côté science, aucune différence, puisque de toute façon, vous êtes embauché par rapport à vos aptitudes, vous faites des tests, ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux qui sont pris, point. Il n'y a pas que vous êtes un homme, vous êtes une femme, donc là, rien, aucune différence, à mon avis. Ensuite, dans le domaine de la bijouterie, non plus. Je ne sais pas. Disons que lorsque j'écoute certaines personnes, elles ont subi des problèmes par rapport au fait qu'elles étaient des femmes. Dans le domaine de la bijouterie, il y a eu de la misogynie, du sexisme. Personnellement, je ne l'ai pas vécu. Okay. Peut-être parce qu'on voit qu'il ne faut pas essayer avec moi. Je ne sais pas. Mais je sais que ça existe. Ça, c'est certain, oui. Mais personnellement, non, pas pour moi. Enfin, pas pour moi. Ça va peut-être arriver. Mais voilà. Ah oui, très bien, très bien. Et quelle est votre définition et quelle est votre perception de cette notion qui se développe un petit peu, de ce que l'on appelle la sororité, en anglais sisterhood? Bon, je sais ce que c'est, j'ai vécu aux États-Unis, hein, c'est le féminin de la fraternity. Disons qu'au départ, la sorority, c'était vraiment parce qu'il y avait des exclusions de femmes dans tout ce qui était les clubs masculins et qu'elles ont décidé de se serrer les coudes. Enfin, à la base, c'est quand même un mot qui veut dire la sœur, l'alliance, l'entraide. Donc, pour moi, une sororité, c'est définitivement s'entraider les unes les autres. D'ailleurs, dans ce concept-là, j'avais fondé, ça existe toujours il y a quelques années, une collective de bijoutiers qui d'ailleurs est ouverte aux hommes aussi, hein, c'est pas uniquement pour les femmes, pour permettre aux jeunes, aux jeunes talents, on va dire, d'avoir un premier lieu où ils peuvent exposer, vendre, contacter le public, mais sans avoir besoin de payer un gros pourcentage sur leur vente. Okay. C'est-à-dire que c'est une galerie qui va prendre que 2,5% sur les ventes, juste pour couvrir les frais de location. Mais souvent, je trouve que dans les sororités, c'est un peu comme dans toutes les relations de groupe. On retrouve cette structure il y a des leaders, il y a des moutons, il y a des gens qui sont vraiment prêts à donner, des gens qui reçoivent, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts non plus à donner. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément toujours équilibré. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît important à avoir ou bien est-ce que ce n'est pas spécialement important, que ce soit justement de l'ordre des femmes avec les femmes? Donc, je trouve que c'est important d'avoir un endroit où les femmes peuvent parler de leurs problèmes ou de leurs challenges
entre elles, sans être jugées, parce qu'il y a certaines problématiques qui sont vraiment féminines. Hein, certaines femmes ne vont pas se sentir à 100% lorsqu'elles ont leurs règles. Elles peuvent en parler avec des hommes, ils ne comprendront pas forcément de quoi il s'agit. Euh, ni si c'est exagéré ou pas, etc. Donc, je pense qu'il y a certaines choses, bon, c'est un exemple vraiment très basique, hein, mais où les femmes ne sont pas forcément prises au sérieux. Et je pense que c'est super important, justement, d'avoir un endroit où on peut se décharger, demander du soutien, aider d'autres sans avoir peur d'être jugé ou rejeté. Donc, enfin, pour moi, à partir du moment où ça aide quelqu'un, c'est vrai. D'accord. Et le fait que ce soit des femmes entre femmes, ça vous paraît important aussi? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sauraient jamais trouver la parole dans un environnement mixte. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que si le seul environnement où elles se sentent à l'aise est uniquement entre femmes, donc oui. D'accord, d'accord. Oui, Merci. oui, enfin oui, c'est ça. D'accord. Un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Catherine. Est-ce que vous pouvez nous redire, je marquerai hein, sur le lien exactement, mais est-ce que vous pouvez nous dire où vous trouvez et peut-être nous dire quelques phrases sur votre activité? Alors, je fais donc des petits bijoux et puis des gros aussi. On peut me trouver donc sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'est Catherine Marche, M-A-R-C-H-E. Donc, je suis sur Instagram, sur Facebook, mais j'ai aussi mon propre site internet qui est catherinemarche-designs.com, sur lequel vous pouvez voir certaines de mes créations. Bien sûr, je n'ai pas tout mis parce que sinon je passerai mon temps à faire des photos. Mais c'est possible de me contacter si vous avez des besoins spéciaux. Et ce que je fais, c'est que j'aime travailler des matériaux qui sont recyclés, comme l'or et l'argent recyclés, parce que je ne veux pas continuer à contribuer à la pollution en utilisant des métaux fraîchement minés. Intéressant. Donc voilà, vous avez les liens. Je remettrai les liens par écrit sous la vidéo, vous les trouvez. Donc n'hésitez pas à contacter Catherine si vous avez une envie d'un bijou personnalisé pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. Merci. Un grand merci de nouveau, Catherine, et puis à une prochaine fois, avec grand plaisir. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.